Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Musée numérique pour cette rencontre à la folie sur une thématique de la nature. Nous partons voir une vidéo d'Univers Science sur l'avenir et la menace des abeilles. Les prairies en fleurs affichent une fertilité exubérante. Pourtant, enracinée à l'endroit précis de sa naissance, la fleur est tenue à distance respectable de ses congénères. Jamais elle ne s'accouple. C'est donc par détour que pour assurer sa descendance, elle doit mélanger son capital génétique à celui d'une autre. L'abeille qui butine, tout entière occupée à la récolte du nectar, ignore qu'elle se frotte aux étamines et se couvre d'un pollen fertile. Et lorsque sa collecte l'appelle vers une autre source, elle accomplit l'union féconde de deux fleurs séparées. Mais cette heureuse collaboration entre espèces est aujourd'hui menacée. Depuis 2004, pour une raison encore mal connue, les abeilles meurent massivement. La disparition de cet insecte pollinisateur pourrait entraîner l'extinction des 3/4 des espèces de plantes dont se nourrissent les hommes. L'activité des insectes pollinisateurs, tels que les abeilles, montre comment la coopération entre des espèces différentes assure l'équilibre des écosystèmes. Avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène de disparition et de menace des abeilles ? Oui. Et oui, ce sont les pesticides en fait qui depuis 2004 provoquent donc la mort de cet insecte qui nous est très utile pour la reproduction donc des fleurs et en fruits. Et évidemment, si jamais à terme elle disparaissait complètement, on serait privé du coup d'un équilibre alimentaire. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que l'on pourrait inventer pour remplacer, si jamais à l'avenir, effectivement, d'une façon dramatique, les abeilles disparaissaient, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour faire leur travail de pollinisation ? Et voilà, évidemment, on pourrait peut-être imaginer la fabrication de petits drones qui iraient polliniser de fleur à fleur et permettre donc aux fruits de se reproduire si vraiment elles disparaissaient, ce qui serait un drame terrible, étant donné que les abeilles sont sur Terre à peu près depuis que l'homme y est également. Donc on a retrouvé dans l'Égypte ancienne des traces des ruches et donc l'homme depuis toujours utilise ce trésor qui est le miel. Voilà. Donc on va aller voir une première œuvre que je vous invite à découvrir et à l'écran et dans la tablette, qui est donc un champ de coquelicots peint par Claude Monet. En cliquant sur le petit carré rouge, vous pouvez zoomer à l'intérieur de l'œuvre pour ainsi découvrir les détails d'un peu plus près. Au niveau de la composition du tableau, est-ce que vous avez des choses, est-ce que vous voyez certaines choses dans la composition, dans la façon dont il a été peint ? Est-ce que vous voyez de grandes lignes, par exemple ? On a donc les coquelicots ici, regardez, qui font comme un triangle, voilà, comme une diagonale. Et ici, vous voyez la ligne d'arbre. Au niveau du tableau, on a l'impression qu'elle scinde le tableau en deux. Puis, regardez la position de la maison. Si on pouvait tirer des diagonales, cette maison, du coup, elle aurait quelle position dans le tableau ? Exactement, le milieu, une position centrale. Donc la maison est quand même importante. Au niveau des personnages qui sont dans ce champ, on sait que Claude Monet a pris pour sujet donc sa femme Camille avec leur petit garçon Jean dans le champ ici. Ici donc un autre couple de personnages, mais qui sont peut-être sans doute de la famille ou des amis. Et vous voyez qu'en fait, hop, ça trace comme une ligne ici, de haut en bas, de l'un à l'autre, qui font écho donc à cette grande tache rouge. On sait que Claude Monet aimait à Argenteuil se promener avec poser son chevalet dans la nature pour enfin sortir de l'atelier et rendre hommage donc à tout ce spectacle naturel auquel il tenait tant.
Et donc, sachez que les coquelicots sont des plantes mellifères, donc, dont raffolent les abeilles, justement. Elles en sont vraiment très friandes. Donc, cette fleur qui pousse au printemps, hein, les abeilles s'en régalent vraiment. Alors, je vous propose un petit puzzle. Allez-y, c'est à vous. Est-ce que vous vous souvenez à quel mouvement en peinture Claude Monet appartenait? Ce mouvement de peintres qui représentait leurs impressions. Les impressionnistes, exactement. Et en fait, ce terme vient du fait que Claude Monet avait proposé à un salon de peintres une toile qui s'appelait « Impression soleil levant ». Cette toile a été refusée. Elle s'est retrouvée donc elle s'est retrouvée donc au salon qu'on a appelé le Salon des refusés. Et donc, tous ces artistes qui représentaient leurs impressions de la nature, par exemple, plutôt qu'une nature fidèle à ce qu'elle est dans la réalité, sont après qualifiés d'impressionnistes. Je vais vous faire part d'une petite phrase d'Émile Zola en 1876 qui déclarait, je cite, « Les peintres dont je parle ont été appelés des impressionnistes car la majorité d'eux aspirent à transmettre l'impression exacte produite par des objets animés ou non, à la saisir et à la transmettre immédiatement. Claude Monet est le chef du groupe. Son pinceau se distingue par un éclat extraordinaire. » Donc vous voyez, il aimait utiliser une palette de couleurs complémentaires, donc ici le rouge et puis le vert. Il aimait également donc nous proposer son impression de ce paysage pour nous permettre donc aussi d'accéder à toute sa poésie. Quelle impression, vous, ce tableau vous procure? La paix. La paix, oui. C'est ça, la paix. On imagine une nature très sereine, en effet. On aimerait bien être parmi eux, avec les coquelicots. Et voilà, et sans doute un peu de chaleur, puisqu'on voit qu'elle tient une ombrelle. On va continuer notre promenade en nature avec Claude Monet pour aller donc parmi ces célèbres nymphéas. Et je vais vous proposer cette première toile. Qu'est-ce que vous y apercevez dans ce grand format? Oui, il s'agit d'un reflet dans l'eau. Vous savez que Claude Monet était installé donc à Giverny, près d'un plan d'eau et d'un jardin extraordinaire qu'il avait fait aménager pour justement pouvoir le peindre. Et donc, nous voilà face à des reflets, en effet. Cette masse blanche, à quoi est-ce qu'elle peut correspondre dans la nature? Aux nuages, voilà. Ce sont donc les nuages qui se reflètent dans le plan d'eau, où sont très nombreux donc les nymphéas présents. Alors, regardez au niveau de la taille, c'est absolument extraordinaire. Ce tableau-là mesure 12 mètres de longueur par 2 mètres de haut. Donc, il faut savoir que ces nymphéas ont été offerts après la Première Guerre mondiale comme un signe de paix. En réalité, il les a offerts donc à la nation. Et donc, ils ont été exposés donc, au musée de l'Orangerie à Paris. Et c'est un ensemble absolument unique au monde, de par sa taille. Donc il y a 8 toiles qui représentent vraiment une réalisation monumentale et qui témoignent donc de cette peinture de la première moitié du XXe siècle. On est complètement englobé lorsque le spectateur se rend face à ces nymphéas, donc qui couvrent l'ensemble d'une sorte d'espace clos. On est complètement, le spectateur est englobé et comme immergé dans ce paysage naturel. Au niveau des teintes qu'il a utilisées, qu'est-ce que ces teintes évoquent pour vous? Ce sont des couleurs douces, pastel, apaisantes. Voilà. En effet, il a choisi vraiment tout un répertoire de teintes qui évoquent donc la douceur, la paix. Donc nous allons partir maintenant dans les jardins de Versailles.
Nous voilà donc dans un bel exemple de nature maîtrisée, avec le jardin à la française. Est-ce que vous vous souvenez de l'ingénieur paysagiste qui a réalisé tout ce travail colossal? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? C'est André Le Nôtre, qui était donc l'ingénieur paysagiste du roi Louis XIV et qui, pour lui, a pendant des années fait venir l'eau. Il y a quand même 2000 bassins et fontaines à Versailles. Retenez que l'eau, c'est la folie de Versailles, parce que c'était pas évident en fait de la faire venir dans cette globalité. Le Grand Canal mesure près de 2 km de long. Il y a des bassins et fontaines qui montent parfois légers jusqu'à 27 mètres de haut. Donc c'était vraiment une prouesse technologique et technique à l'époque et qui fonctionne encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment un écrin du jardin à la française, qui est un exemple en Europe, vraiment un des plus beaux jardins d'Europe et du monde même, visité chaque année par des millions de touristes. Voilà, on termine donc avec ces merveilles du château de Versailles. C'est fini pour aujourd'hui et à bientôt à la Folie.